Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue pour cette première table ronde du colloque qui s'est ouvert aujourd'hui et qui est consacré au génocide des Tutsis rwandais en 1994. Je tiens à remercier l'ESPE de nous accueillir, son actuel directeur, Marc Moyon, sa directrice adjointe jusqu'à il y a peu de temps, Marie-Noëlle Boussely, et tout particulièrement Gilles Guillon qui assure toute la partie technique ces deux jours. Alors en ce printemps 2019, nous commémorons d'une part les 75 ans du massacre d'Oradour et aussi les 25 ans du génocide des Tutsis au Rwanda en 1994, génocide qui, en 3 mois, a fait près d'1 million de morts qui ont été massacrés pour la grande majorité d'entre eux durant les 3 premières semaines. Cette table ronde s'inscrit dans un ensemble d'actions que nous avons menées cette année sur ce génocide. Une première conférence d'Hélène Dumas en novembre, ensuite 2 journées de formation pour les enseignants du secondaire, maintenant ce colloque, aujourd'hui et demain, et une exposition qui sera inaugurée au Centre de la mémoire d'Oradour le 28 juin prochain. Lorsque nous avons préparé ce colloque avec Hélène Dumas, nous avons voulu que la table ronde de ce soir et les travaux du colloque demain soient ouverts à tous, afin de partager le plus largement possible la connaissance de l'histoire et de la mémoire du dernier génocide du XXe siècle, événement majeur et pourtant si peu, si mal connu. Je remercie très chaleureusement les rescapés et témoins du génocide présents pour ce colloque. Emilienne Mukansoro, Jean Rosindaza, Laurent Routindouka et Pierre Galinier. Et nous avons une pensée forte pour Yvonne Moutimura qui devait être là et qui malheureusement pour des raisons de santé ne peut se joindre à nous. Je les remercie particulièrement parce que alors que nous sortons de la période des commémorations du génocide, période très éprouvante, ils ont accepté de venir pour témoigner et échanger avec vous sur ce qui est pour eux si douloureux. Je remercie aussi très chaleureusement tous les historiens, chercheurs qui prennent part à ces 2 journées de colloque et qui le font avec beaucoup de générosité. Et ce soir, c'est pour moi un honneur d'accueillir pour animer cette table ronde Stéphane Audouin-Rousseau et Hélène Dumas. Hélène est docteure en histoire de l'EHESS, actuellement chargée de recherche au CNRS IHTP, Institut d'histoire du temps présent. Elle est une spécialiste référente du génocide des Tutsis au Rwanda, pays dans lequel elle a effectué de très nombreux séjours, des séjours longs, plus d'une dizaine d'années au total, pays qu'elle connaît donc bien, dont elle connaît bien l'histoire, les habitants, et elle parle le Kinyarwanda. C'est à ce titre-là qu'elle a été amenée à témoigner dans des procès de génocidaires. Le titre de sa thèse était « Juger le génocide sur les collines, une étude des procès Gacaca, c'est-à-dire des tribunaux populaires, au Rwanda, 2006-2012 ». Et son travail a été publié sous le titre « Le génocide au village », publié en 2014 et que je vous recommande évidemment vivement. Stéphane Audouin-Rousseau est bien sûr le grand historien de la Première Guerre mondiale que vous connaissez, historien du combat, de l'expérience combattante, de la culture de guerre, de la violence de guerre contemporaine. Mais comme il nous l'explique dans une initiation publié en 2017 et que je vous recommande aussi très vivement. Le génocide des Tutsis rwandais a un jour croisé sa route. Il s'est, je le cite, jeté en travers de sa route et a provoqué un profond bouleversement de ses orientations de recherche et je pense pouvoir dire beaucoup plus encore, comme vous le comprendrez à la lecture de cet ouvrage. En effet, le génocide des Tutsis nous interroge chacun de nous profondément. Le livre s'ouvre par une courte citation de Peggy que je vous donne. « Il faut toujours dire ce que l'on voit. Surtout, il faut toujours, ce qui est plus difficile,
voir ce que l'on voit. Merci de nous aider à voir ce que nous n'avons pas vu. Merci beaucoup à Babette Robert donc, pour cette introduction chaleureuse. Nous ouvrons donc ce colloque, comme elle vous l'a dit, sur le génocide des Tutsis rwandais de 1994, donc dans cette phase qui est celle de sa 25e commémoration, qui s'est ouverte à Kigali le 7 avril dernier. Donc je voudrais avant tout remercier le Centre de la mémoire d'Oradour-sur-Glane, et notamment Babette Robert elle-même, qui depuis 2 ans organise cet événement, et le SPE, bien sûr, qui nous accueille. Nous commençons ce colloque par une table ronde, donc moi-même, Stéphane Larousseau, Hélène Dumas, à ma droite, qui allons essayer de la diriger. C'est sans doute la table ronde, une table ronde extraordinairement difficile, peut-être la plus difficile de tout ce colloque, qui comporte d'autres éléments peu aisés. Une table ronde très difficile parce que nous avons décidé d'ouvrir, c'est pas moi qui ai décidé d'ailleurs, c'est les organisateurs, organisatrices, nous ouvrons donc par la parole des rescapés, par donc leur témoignage. Et aux rescapés, dont on a déjà donné les noms, Emilienne Kanzoro, Jean Rosindaza et Laurent Routinduka, auraient dû s'ajouter un 4e nom, donc Yvonne Moutimura, donc l'épouse de Pierre Galinier, qui se trouve à la droite d'Hélène Dumas, qui lui était sur place aussi en 1994 et qui apportera son propre témoignage sur la période qui a précédé le génocide et la période du génocide lui-même et la question en particulier des évacuations. Cette parole des rescapés, leur témoignage, c'est peut-être la meilleure manière d'entrer dans cet objet inouï au sens étymologique du terme, du génocide des Tutsis rwandais dont il vous a été rappelé. L'ampleur, à l'instant, je n'y reviens pas. Et si je dis que c'est une table ronde très difficile, c'est parce que j'ai conscience, et nous avons conscience, Hélène et moi, de demander aux participants, aux rescapés, je veux dire ici, nous avons conscience de leur demander quelque chose de très dur, peut-être même d'impossible. Et je voudrais leur dire d'ailleurs, de manière extrêmement claire, qu'après tout, nous allons leur demander de témoigner selon un canevas qui va vous être donné un instant par Hélène, mais qu'au fond, ils n'ont aucune obligation de témoigner. Et que leur liberté reste entière de ne pas le faire. Nous allons nous organiser de la manière suivante. Nous allons essayer en tout cas. Nous allons commencer par un premier tour de table, en leur demandant d'essayer de nous dire, au fond, l'avant du génocide des Tutsis rwandais, en remontant nettement en avant, c'est-à-dire à la fin des années 50, donc, et aux premiers massacres qui ont donc visé les Tutsis du Rwanda. Et puis dans un deuxième tour, en quelque sorte, nous leur demanderons d'essayer de témoigner sur les 3 mois du génocide, donc du 7 avril au début du mois de juillet, s'ils le veulent bien. Et seulement, bien entendu, s'ils le veulent bien. Voilà, je vais maintenant, en ce qui me concerne maintenant, je vais tout simplement me taire, puisque c'est souvent ce que j'ai le plus envie de faire quand j'écoute des rescapés du génocide des Tutsis rwandais. J'ai souvent d'abord envie de ne rien dire, moi-même. Et je vais laisser donc Hélène diriger maintenant nos invités. Et je les remercie très, très chaleureusement d'être venus en France et de leur présence ici aujourd'hui. Bonsoir à toutes et à tous. Je voudrais aussi remercier nos 4 invités qui sont ici, d'être venus du Rwanda, de Goma pour Pierre. Et je voudrais aussi avoir une pensée pour Yvonne, qui ne peut pas être là ce soir. Alors, on a voulu donc ouvrir ce colloque au grand public pour essayer d'entrer dans cet événement qui est encore trop mal connu, trop peu connu dans notre pays. Et le génocide des Tutsis de 1994
n'est pas un événement soudain, une brusque flambée de colère populaire ou encore une manifestation, une énième manifestation de la barbarie africaine, comme ça a pu être, l'événement a pu être décrit en 1994 dans la presse occidentale. Ce génocide, il est le produit d'une histoire particulière, il est le produit donc d'une histoire intellectuelle, d'un racisme très particulier dont Jean-Pierre Chrétien nous parlera demain. Et pour commencer sur cette table ronde de témoignages, j'aimerais que chacun d'entre vous, dans un ordre que je préciserai plus tard, eh bien, tente de parler du premier souvenir de la première persécution, comme Tutsi. Et je voudrais commencer par donner la parole à Jean Luzindaza, qui en septembre dernier nous a amenés sur les terres de sa famille, à Mataba, donc qui est près du lac Kivu, dans l'ouest du Rwanda, et qui nous a montré des mottes de terre inhabitées. Sans sa parole à lui, nous n'aurions jamais compris ces violences de 1959 qui ont atteint sa propre famille. Et j'aimerais que Jean, s'il est d'accord évidemment, puisse peut-être nous parler de ces souvenirs-là, ces premiers souvenirs familiaux. Merci et merci à vous tous. Bon, c'est vrai, l'année dernière on a été là-bas, mais c'est exactement ce qui s'est passé en 1973. C'est là que j'ai été en contact avec la terre natale de mon père. Moi, je vis à Kigali depuis, je ne sais pas quand, mais je sais que mon père est natif de Chibuye à l'époque. Aujourd'hui, c'est dans Karongi et précisément à Mataba. Et en 1973, on a quitté Kigali. Moi, j'avais 11 ans, je ne savais pas ce qui se passait. Et comme papa travaillait pour une église presbytérienne, nous sommes rentrés à Rubengera. Rubengera, c'est une des paroisses les plus anciennes de l'église presbytérienne. On arrive là, je ne savais pas qu'on fouillait Kigali. Et là, mon père nous dit que c'est notre région natale. Nous restons à la paroisse, mais après quelques jours, on se rend là où il y avait mes cousins. Donc, mon oncle n'était plus en vie, le frère de papa, mais sa femme et ses enfants étaient là. Et c'était juste à côté de leur enclos, là, où on m'a dit, là, sur cette colline, cet espace, c'est là où ton père vivait. Et les gens d'alentour nous disent, on venait écouter la radio chez ton père. Voilà. En 1959, papa n'était plus à Mataba. Il était venu travailler à Kigali pour l'église, mais sa femme et ses enfants étaient restés là. Moi, je suis né après. Voilà. Et comme le disait bien il y a quelques jours, le 17, mon ami Timothée Brunet-Lefebvre, qui était là justement dans le groupe, bon, c'est à ce moment-là que j'ai eu contact avec la terre, avec le paysage. Et là, j'ai pu comprendre un peu ce qui s'est passé. Bon, j'ai pu apprendre ce qui s'est passé en 1959. Donc, quand on est arrivé là l'année passée, il n'y avait plus rien du tout. Je recherchais les escaliers de la maison, je n'ai pas trouvé. Mais en 1973, je sais qu'on pouvait identifier l'enclos et même là où la maison était. Bon, il y avait 2 maisons. Mais pour dire que c'est là que j'ai compris que déjà mon père avait été persécuté depuis les années 59. Sinon, moi, je n'étais pas en vie, je ne sais pas ce qui s'est passé. Voilà. Alors, 73, il y avait aussi eu des massacres, mais pas à la même échelle qu'en 94. Mais c'est 73 qui m'a permis de comprendre, d'apprendre un peu ce qui s'est passé en 59. Voilà, un peu, c'est ça, quoi. Puisque Jean a parlé de 1973, des persécutions de 1959 et de 1973, je voudrais maintenant peut-être qu'Emilienne aussi retourne dans ses premiers souvenirs d'enfance et nous raconter aussi ce qui s'est passé pour elle et pour sa famille en 1973. Bonsoir.
Merci Hélène pour la parole. Et c'est un honneur pour moi de parler devant vous aujourd'hui. En 1973, j'avais 6 ans et c'est la première fois où j'ai vu les morts. Mes grands-parents dans la famille Elargi avaient été brûlés dans leur maison. En 1973, j'ai été protégée par mon père. Là, il pouvait me protéger parce que chaque matin, il nous amenait dans la brousse, dans la cachette, et j'étais toujours sur ses épaules. Il nous laissait dans la brousse pour venir nous récupérer le soir. Et le soir, on rentrait, mais on n'avait plus le toit parce qu'on avait brûlé notre maison dès le début des conflits en 1973. En 1973, je ne savais rien, donc j'avais 6 ans. Je ne savais vraiment rien. D'ailleurs, moi, c'était une joie d'être toujours sur les épaules de mon père, parce que pour moi, il était un homme idéal. Et je comptais les heures pour pouvoir monter sur ses épaules. Mais chaque fois qu'on rentrait de la brousse, il y avait des maisons qui brûlaient. Et je me souviens une fois, quand on est rentré, donc je ne sais pas rentrer, pardon d'utiliser le mot rentrer parce qu'on rentrait de nulle part. Quand on est rentré, j'ai senti l'odeur. Il y avait l'odeur, c'était une odeur bizarre, mais il y avait une odeur aussi des maïs grillés. Des maïs grillés parce qu'on avait brûlé toutes les maisons, et on avait laissé la maison de mes grands-parents. Parce qu'ils étaient vieux, vraiment vieux. D'ailleurs, quand on allait se cacher, eux, ils restaient à l'intérieur de leur maison. Et quand on est arrivé, donc j'ai senti cette odeur peut-être du maïs grillé avec odeur des corps brûlés. Et j'ai couru, d'ailleurs, tous les enfants couraient pour aller récupérer les maïs. Qu'est-ce qui s'était passé? Il y avait des maïs suspendus autour de leur maison. Et quand on a brûlé la maison, les maïs avaient été grillés, comme je le disais. On a couru parce qu'on croyait que c'était les maïs qu'on avait grillés pour les enfants. On avait faim. Toute la journée, on ne mangeait rien. On restait dans la brousse, cachés. Et quand je suis allée pour récupérer les maïs, c'est la première fois où j'ai vu les morts. C'était mes grands-parents, mais dans la famille Elargi. Je suis retournée en arrière. Papa était pas loin et je me suis réfugiée chez mon père. C'est la première fois où je l'ai vu incapable, impuissant de faire quelque chose. C'est aujourd'hui où je me rends compte. Quand j'avais 6 ans, je ne me rendais pas compte de ce qu'il subissait. Mais comme il était le chef de la grande famille, il n'a pas, peut-être, je n'ai pas vu pleurer ou faire quoi que ce soit. Il m'a mis sur ses épaules. Je crois qu'il c'était pour peut-être aller être seul pour réfléchir sur ce qu'il pouvait faire. Voilà, c'est 73. Merci Emilienne. Est-ce que mon père, Laurent Lutinduka, vous pouvez témoigner également de votre premier souvenir de persécution comme Tutsi, ou au moins des souvenirs familiaux aussi qui remontent, qui s'y attachent? Oui, merci, avec plaisir. Moi je suis né en 1969. Le tout premier contact avec la persécution des Tutsis, moi je l'ai eu à 12 ans. Donc quand j'avais 12 ans, j'étais à l'école primaire chez moi, à Kiziguro, c'est au nord-est du pays. Eh bien, on a pressé les fiches pour l'examen national. Alors là-bas, il fallait mentionner l'ethnie. Sincèrement, moi je ne savais pas.
Je ne savais pas si je suis Hutu, Tutsi ou toi. Eh bien, on nous a séparés, on nous a dit les Hutus, les Tutsis, les toi. Alors moi, selon le groupe des enfants qui aimaient le football, je me suis mis dans le groupe des Bahutu. Hutu, le pluriel c'est Ba, chez nous c'est Ba pour dire le pluriel. Alors, celui qui nous enseignait nous a dit non, viens, toi tu vas là-bas, tu n'es pas Hutu. Eh bien, c'est notre instituteur qui a rempli la fiche. Eh bien, arrivé à la maison, j'ai demandé à mon papa. Alors il m'a dit, non, toi tu es Tutsi. Alors il m'a raconté comment, là où nous habitions, en 1994, même avant. Et alors il me disait qu'en 63, le jour de Noël, c'était avant ma naissance bien sûr, c'est mon papa qui parlait, eh bien je suis venu habiter ici parce que le jour de Noël, après la messe, on nous a amenés à nous tuer. Alors, quand on a commencé à massacrer mes collègues, j'ai dit au bourgmestre qui était parmi les tueurs, eh bien, qu'il avait l'argent et les vaches. Alors, il m'a mis à côté, ils ont tué les autres, ils ont noyé dans le lac Mohazi, c'est un lac qui est tout près de chez nous. Eh bien, lui, il a été mis de côté parce qu'il avait l'argent et les vaches. Alors, justement, il a donné cet argent, peu d'argent, je ne m'en rappelle pas combien, c'est ce qu'ils m'ont raconté. Pour moi, c'était comme des histoires. Eh bien, il a demandé à ce bourgmestre où est-ce qu'il pouvait habiter. Voilà. Alors, il a dit, allez là-bas, un espace. Il a habité là-bas. Alors, ce jour-là, mon père m'a raconté des histoires que moi, je ne comprenais pas. Mais j'ai su qu'il a été déjà rescapé le jour de Noël 1963, évidemment. Alors, dans ces jours, comme historien, quand je regarde de ce qui s'est passé, je trouvais justement qu'on a massacré beaucoup de monde ce jour-là, le 25 décembre 63. Alors, le tout premier contact a été justement quand je terminais mes études primaires, quand j'avais 12 ans. Alors après, ça a été vraiment catastrophique. Je vais y revenir. Merci, mon père. Et je voudrais maintenant passer la parole à Pierre Caligné, qui est arrivé au Rwanda en 1991, voilà. Et peut-être aussi qu'il évoque à la fois ses propres souvenirs et ce d'Yvonne, si c'est possible. Je suis arrivé à 21 ans, en 1991, en juillet 1991, et ce que j'ai découvert au Rwanda, c'est un système assez étonnant quand on arrive de France, un système ethnique, où à la naissance, on vous donne une identité ethnique qui est donnée par le père. Donc si votre père est Tutsi, vous êtes Tutsi. Et ça va vous donner ou limiter beaucoup de droits. Il faut savoir que pour l'éducation, ce qu'ils ne m'ont pas dit, c'est que si vous êtes Tutsi, vous n'avez pratiquement pas accès à l'éducation. Il y a 10% simplement des places qui étaient données à l'université aux Tutsi. Et encore, dans certains domaines, il y avait tout un tas de domaines qui étaient interdits aux Tutsi, comme le ministère des Affaires étrangères, le droit. Donc, essentiellement, les Tutsis étaient cantonnés à l'éducation ou à d'autres, ou des matières qui n'étaient pas stratégiques. D'autre part, les Tutsis également n'avaient pas droit d'avoir des passeports. Ils ne pouvaient pas sortir du pays. Ça, c'était très, très handicapant. Donc, dès la naissance, suivant que votre père soit identifié comme Tutsi, vous étiez Tutsi et c'était assez choquant de voir que vous avez une carte d'identité où on pouvait vous identifier facilement et vous ficher. Je crois que c'était un des 3 seuls pays au monde qui avait ce système avec l'Afrique du Sud. Donc, un souvenir choquant, je vais parler puisque nous sommes en France, je suis français. Ce qui m'a choqué la première fois, c'est, vous savez que les Français sont intervenus au Rwanda avec nos rois à partir d'octobre 90.
Et cette opération Nora a été renforcée à partir de février 1993 lorsqu'il y a eu une attaque plus importante du FPR. Nora a été renforcée et ce sont des militaires qui ont pris qui ont dirigé directement cette armée. Ce qui m'a choqué, c'est en février 1993, lorsque j'ai vu des militaires français contrôler cette fameuse carte d'identité ethnique et vérifier des citoyens rwandais pour savoir s'ils étaient Hutus ou Tutsis, en compagnie de militaires rwandais. Et dans certains cas extrêmes, certains citoyens rwandais qui étaient identifiés comme Tutsis ont été livrés à des militaires rwandais. Et on a eu des témoignages, notamment de Emmanuel Catier, où des gens ont été exécutés. Donc c'est assez choquant, lorsqu'on vient de France, de voir un pays qui s'implique dans cette histoire ethnique. Donc ça, c'était en février 1993. Ouais. Merci Pierre, puisque tu as introduit la décennie, enfin ces 4 années fatidiques de 1990 à 1994, peut-être qu'on peut apporter quelques précisions ici. C'est que comme pour tous les autres génocides du XXe siècle, le génocide des Tutsis va se dérouler dans un contexte de guerre civile, puisque nos amis ici ont raconté les persécutions dont ils avaient fait l'objet, dont leur famille avait été victime dans les années 60, dans les années 70. Eh bien, à l'ensemble de ces massacres se sont ajoutées donc des vagues très importantes d'exil, puisque eh bien, les Tutsis étaient forcés à se réfugier dans les pays limitrophes du Rwanda. Alors, le Rwanda est entouré par l'Ouganda au nord, le Congo à l'ouest, le Burundi au sud et la Tanzanie à l'est. Au milieu des années 1980, les réfugiés Tutsis représentent une des plus importantes communautés de réfugiés au monde, environ 500 000 personnes. Et ce sont les descendants, les fils et les filles de ces exilés des années 60 qui eh bien, vont former, à la fin des années 80, en 1987, un mouvement politique et militaire qui s'appelle le Front patriotique rwandais, qui eh bien, va mener un retour par les armes à partir d'octobre 1990. Et on ne peut pas comprendre la portée à incandescence du racisme anti-Tutsi. On ne peut pas comprendre non plus l'implication de notre pays, de la France en particulier, dans le soutien militaire et diplomatique au régime Habyarimana, sans comprendre évidemment le déclenchement de cette guerre en octobre 1990. Et pendant ces 4 années très importantes et très, très complexes qui vont précéder le génocide, mais il y a un certain nombre de massacres déjà très importants, de plusieurs centaines de Tutsis qui sont perpétrés dans un certain nombre de régions très particulières. Déjà, les autorités locales sont impliquées dans l'organisation de ces tueries. Déjà, des miliciens du parti présidentiel sont également impliqués dans ces massacres, ces fameux miliciens qu'on appelle les Interahamwe. Et cette période est extrêmement importante. Alors peut-être on pourrait refaire un deuxième tour de questions sur les souvenirs de cette période de 1990 à 1994 et de la manière... Bon, c'est toujours facile de parler 25 ans après, ça serait une forme de réinterprétation, mais peut-être un souvenir aussi de cette période, montrer un petit peu la montée vers le génocide. Donc, je recommence par Jean, dans le même ordre. Ça va être un peu compliqué parce que c'est justement 90. Je reviens un peu en arrière. Il y a 90, vous avez parlé de fils-filles de réfugiés. Et ces réfugiés-là avaient de la famille à l'intérieur. Voilà. Et déjà, moi, j'ai une grande famille qui était au Congo, une grande famille qui était au Burundi,
chez nous, ce sont des oncles. Les oncles, c'est quelque chose de très près, oncle ou tante, là, ou cousin. Et avant même 90, ils viennent de passer des années dans l'exil et des fois, ils reviennent au pays rendre visite. Et chaque fois qu'ils venaient rendre visite, papa était, chaque fois, il devait aller s'expliquer au niveau de la police, au niveau du parquet, voilà. Donc, et en 90, la guerre éclate. Voilà. À l'intérieur, on ne savait pas qu'il y avait un mouvement qui s'organisait à l'extérieur. Mais quand j'étais grand, j'ai eu l'impression que les autorités, elles, savaient qu'il y avait ce mouvement. Et alors, on commence à associer le mouvement et les Tutsis de l'intérieur. Je peux dire, entre guillemets, que c'était normal pour eux de faire cette association-là. Mais même si j'étais déjà grand, je n'avais aucune information. Là c'est personnel. Je travaillais dans l'enseignement, j'enseignais dans une école secondaire, mais j'avais été muté en 89. En 89, je suis venu travailler à Kigali, dans une école secondaire. Voilà. Et là, j'apprends, déjà le 2 octobre, que le bourgmestre de la commune dans laquelle je travaillais avait envoyé des informations comme quoi Ruzindaza, c'était un Inyenzi. Bon, à l'époque, on ne parle pas de membre de FPR, on l'appelait Inyenzi. Voilà. À Kigali, on me cherche, on ne me trouve pas. Mais ils savaient là où papa vivait. Ils sont allés à la maison, ils ont cherché, et à la maison, on leur a dit, Ruzindaza ne vit pas ici. Voilà. Les recherches n'ont pas continué. Voilà. Ça, c'est personnel. Et on sait, la nuit du 4 au 5, je suis à Kigali, on apprend ce qui se passe au niveau du front, et du 4 au 5, on apprend qu'on a des tirs, mais on nous dit que ce sont les Inyenzi qui sont des gens de Kigali. Voilà. Là, il y a des rafles. Mais moi, je n'ai pas été appréhendé. Mais des voisins, et mon grand frère, lui, il est appréhendé. Après un certain temps, on constate qu'il n'a aucune information, on le relâche. Mais il y a d'autres qui sont restés en prison pendant longtemps, dont mon beau-frère. Lui, il a passé 6 mois là. Bon. Et c'était pas dans n'importe quelle prison. Lui, on l'a amené dans la prison de Ruhengeri. Ruhengeri, c'est une prison, on appelait spéciale. Là, on amène des gens qui, pratiquement, vont finir par disparaître. Voilà. Et ça, c'est 90. Mais je n'ai pas été inquiété comme tel, mais on sentait qu'on est visé. Alors il fallait être le plus droit possible, alors que, bon, c'est pas possible. Et mon père, lui, à l'époque, il ne travaillait plus. Il avait été expulsé du travail, justement parce que même dans les églises, il y avait une certaine complicité avec le gouvernement. Papa, c'est pas parce que c'est mon père, mais depuis les années 50, comme il était, entre guillemets, important, parce qu'il travaillait, il avait fait des études, il parlait français, c'était pas n'importe qui, et à l'église, on l'expulse. On l'expulse parce que, ça je l'ai appris après, c'est lui qui me le disait, parce que déjà il y avait une politique pour mettre de côté les Tutsis. Bon, comme c'était à l'église, il n'y a pas eu de conséquences, il est resté à la maison. Mais déjà en 90, lui, il n'a pas été appréhendé parce qu'on disait qu'il ne foutait plus rien. Il était là, voilà. Il est mort en 94 à 65 ans, donc déjà à 60 ans, c'était la retraite. Voilà. Je n'ai pas été persécuté en 90, mais on sait ce qui se passait. Alors, tous ceux qui avaient de la famille en exil et qui avaient été en contact avec eux par des visites, presque tous ont eu le même problème. Mais je ne peux pas parler pour les autres, mais ça, c'est
Voilà. C'est ce que je peux dire pour l'instant. Merci Jean-Paul. Voilà, Emilienne. En 90, je venais de terminer l'école secondaire. J'avais repris le métier de mon père. J'étais enseignante. Ce que Père Tinduka raconte, comment on persécutait en quelque sorte les enfants Tutsis, c'est moi qui le faisais. Parce que c'est moi qui demandais aux enfants de ma classe de se lever, les enfants Tutsis de se lever. Ils étaient 3. J'avais une classe de 27 enfants, élèves, et les Tutsis étaient 3 dans la région où j'enseignais. Et chaque fois, je demandais aux enfants Tutsis de se lever. Je les connaissais, mais il fallait le faire. Et chaque fois, c'était dur pour les enfants, mais c'était dur aussi pour moi. Parce que je me disais, pourquoi les demander de se lever alors que je les connais? Et chaque fois que ces enfants Tutsis se levaient, les autres rigolaient. Ah ouais, ils rigolaient. Ils les appelaient les petits serpents, les cafards, tous les noms. Alors, en 90, quand je me suis dit, je vais raconter ce que j'ai subi, ce qui vient, ce n'est pas en 90, ce qui vient, c'est 93. Parce que, alors, mes amis qui sont ici me connaissent très bien, je raconte ce qui vient. Donc, je n'ai pas pu, jusqu'à maintenant, m'asseoir et raconter ce que j'ai vécu. Mais je raconte quand ça vient. Alors, ce qui vient maintenant, c'est mon mariage. Je me suis mariée en 93. J'avais tout de 24 à 25 ans. Je crois 25 ans, si je ne me trompe pas. Et j'ai préparé mon mariage comme toutes les jeunes filles à l'âge de se marier. Et j'étais contente. Mais quand j'ai voulu parler à mon père, que j'aimais tant, de mon mariage, quand j'ai dit à mon père que j'allais me marier à Tiangougou c'est à l'ouest, sud-ouest, j'ai vu que mon père a eu peur. Je ne savais pas. On ne racontait rien dans notre famille. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui, on ne raconte rien à nos enfants. On ne racontait rien. C'est la première fois que donc c'est pas la première fois, je l'avais vu en 73, mais la peur que j'ai lue dans les yeux de mon père, je ne les avais jamais vus. Ce que je n'ai pas raconté, c'était ma relation privilégiée de mon père. Mon père était compositeur de chants, il était aussi un peu poète. Et souvent, il se levait à l'aube pour composer un chant ou un poème. Et chaque fois qu'il se levait, je me levais derrière lui. Et des fois, il chantait en ma présence. Alors aujourd'hui, c'est aujourd'hui où je me rends compte, mais dans sa voix, il y avait une douleur, il y avait une tristesse. On ne savait pas ce qu'il avait subi, sauf ce que j'ai vu en 73, parce que, comme je vous l'ai dit, on n'en parlait pas. Mais comme il m'aimait, il n'a pas refusé mon mariage. On a préparé le mariage, et puis je me suis rendue à Tiangougou pour me marier. Quand j'ai rencontré celui qui allait être mon mari, il n'était plus lui-même. Il était sombre. Je ne savais pas ce qui se passait. Mais c'était la période des partis politiques, et c'était vraiment chaud. Il y avait des tueries partout. J'avais assisté, ce que je n'ai pas voulu raconter, aux tueries des Awagogwe qui ont été tués à Lutsiro. Donc, je rencontre mon mari parce qu'on s'était déjà mariés à la commune. Et je ne le reconnais pas. Je me demande ce qui se passe. Et je me dis peut-être il est fâché. Je ne savais
Alors, je ne veux pas raconter toute l'histoire, mais ce qui va se passer, c'est qu'il avait des nouvelles comme quoi on allait nous tuer. On allait nous tuer pendant la cérémonie, parce que nous faisions partie du PL, et PL était parti libéral, mais c'était un parti aussi ami avec l'OFPR. Alors, je dis ami, c'est pas ami, mais vous comprenez. Et c'était un parti composé par les Tutsis. Il avait su la veille qu'il allait se passer des choses dans notre mariage. Il n'avait pas de téléphone, il ne m'a rien dit. Et il ne pouvait rien me dire parce que c'était trop tard. On va à l'église. Alors, tous les proches, très proches, le savaient. Le père qui nous a mariés le savait. D'ailleurs, ça n'a pas été une cérémonie. Moi qui voulais une cérémonie grandiose, j'ai vu un truc bizarre. Très petit, voilà, et vite. Et puis, vite, on se met en route, on retourne à la maison. C'est là où il devait y avoir la réception. À la réception se fait aussi vite. Et parce que la famille, alors mes frères qui m'avaient accompagné, j'avais beaucoup de frères, ils ne sont plus en vie, ils ont été tués, qui m'avaient accompagné, donc les grands déjà étaient au courant de ce qui pouvait se passer. Donc, sauf moi, alors presque tout le monde était au courant. Donc, alors, la réception se passe vite. Il y a une cérémonie qui clôture. C'est le Gutwi Kurula. Gutwi Kurula, je dirais que, je ne sais pas, peut-être Jean ou Hélène peut m'aider. Gutwi Kurula, c'est peut-être te donner l'autorisation d'être femme. Je crois que c'est ça. De faire les travaux comme sortir de la maison, aller travailler. Comme chez nous, c'était loin de Tiangougou, il fallait le faire le jour même. On me demande de m'habiller. Mais on me pousse, on me dit rien, mais c'est comme si on me dit fais vite, c'est comme si on allait quelque part. Mais on va aller quelque part, c'est vrai. Parce que quand je suis sortie de la maison pour aller être Gutwi Kurula, donc Gutwi Kurula c'est comme enlever la voile, j'attends le bruit incroyable. On venait de lancer les grenades au marché. Et ces grenades ont tué 123 personnes. Et ces personnes tuées, donc on avait c'est bizarre, mais on avait des micros. Tout de suite, on a dit que c'est les mariés, donc ceux qui ont fait le mariage, qui viennent de tuer, de lancer les grenades. On était dans la cérémonie, mais on venait de tuer les gens aussi. Et mon mari qui vient, qui me dit, base-toi de ce que tu portes, porte un pantalon et quelque chose de pratique. Je dis, mais pourquoi j'ai rien fait? Il dit, alors fais ce que je te dis. Alors je rentre à l'intérieur de la maison, je trouve pas ce que je mets, je laisse ce que je portais. C'était la robe traditionnelle. Mais il est en colère, il dit à mon frère, donc l'aîné, Faustin, il dit, Faustin, vous partez, si jamais il y a quelqu'un qui barre la route, enfonce, parce que tout, je vais payer. C'est mon mari qui le disait, qu'il allait payer tout. Voilà, il y a ma famille qui part sans me dire au revoir. Il y a tous les invités qui partent, on reste 2 dans la maison. Et moi, je suis en robe traditionnelle. Mais mon mari, comme il le savait, il avait préparé les habits qu'il faut. Voilà, donc, et tout de suite, la maison est encerclée. Mon mari est arrêté et est mis en prison. Je reste seule. Je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi faire, mais et mon mari, avant de partir, il me dit, tu te prépares parce qu'on viendra aussi t'arrêter. Mais ce qui était bizarre, ce n'était pas nous arrêter, c'était la population, parce que
On criait sur la route, on disait tuez-les, tuez-les, tuez-les. Et nous, c'est nous ce qu'on disait, donc qu'il fallait nous tuer. Bref, mon mari a passé la nuit en prison et moi j'ai été arrêtée après. J'ai passé la nuit de noces en prison. Voilà, et je ne raconte pas la suite, mais j'aimerais, si j'ai encore 2 minutes, j'aimerais bien raconter alors ce qui va suivre. Ah, on a eu la chance parce que là, on était dans la période où on était en négociation d'Arusha. Et moi, j'ai passé 1 semaine en prison, mon mari, je crois, 2 semaines et demie, je ne sais pas. Mais on avait arrêté aussi les membres de la famille. D'ailleurs, il y a ceux qui sont morts en prison en 1994, qui n'ont jamais sorti du prison. Voilà, et après la sortie, je devais reprendre la classe. Je devais aller au travail. Et c'était vers la fin de 1993, le président du Burundi avait été assassiné, Ndadaye, en octobre. Je ne me souviens plus, oui, on m'a dit que c'est en octobre. Je vais au travail. Le métier que j'aimais beaucoup enseigner parce que c'était le métier de mon père. Vraiment, quand je vous le dis, c'est vrai. Et on me disait que je le faisais bien parce que j'avais eu des remarques des autorités. Alors, je monte la colline pour aller enseigner et je vois quelque chose d'inhabituel. Tous les élèves de l'école et leurs enseignants étaient sur la colline. Donc, c'est comme si ils m'ont barré la route. Je ne comprends rien, mais je monte quand même. Je monte et ils m'attendaient pour me jeter des pierres. Et ce sont mes enfants, mes élèves qui me jetaient des pierres. Je retourne en arrière en courant. Et ils criaient, tu es Tutsi, tu as tué le président du Burundi. Merci. Voilà, moi aussi je vais dire quelque chose sur c'est une expérience personnelle des années 1990. Moi j'étais un jeune garçon de 22 ans, j'étais fervent, c'est à peine que je terminais mes études secondaires au petit séminaire. J'étais footballeur. Donc, je jouais à l'équipe de la commune. Eh bien, cette année-là, toute ma vie, je vais me l'appeler parce que ça a été une année tragique dans ma vie. Eh bien, on a appris, nous avions un bourgmestre que peut-être vous connaissez, très extrémiste, Gatete Jean-Baptiste. Il est maintenant en prison à Arusha. Eh bien, avec sa milice, ils sont venus, ils ont encerclé la maison. Moi, je n'étais pas là, j'étais au petit séminaire. J'étais au grand séminaire, j'avais déjà commencé le grand séminaire. Alors, ils ont pris mon papa, ils ont pris mes grands frères, ils ont pris ma mère. Disons, ils ont ramassé toute la famille pratiquement. Alors, j'avais une sœur, Eugénie, qu'on a tuée après, qui était une infirmière tout près, dans l'hôpital de Kiziguro. C'est là où je suis né, non? Eh bien, son mari a été arrêté. Eh bien, c'est ce que j'appelle déportation de Byumba. On les a amenés à la préfecture, au bureau de la préfecture. Là-bas, il y avait une caserne des militaires. Alors, c'est pas seulement ma famille qui a été prise là-bas, donc il y a d'autres familles aussi. J'ai essayé de voir ces familles, je vois que c'est autour de 400 personnes. Mais mon papa, ma mère et les autres, on ne les a pas amenés à Byumba, ils sont restés à la commune, mais on a pris des jeunes garçons. Alors on les a amenés par étapes. Alors, le premier groupe, tout le monde a été tué. Donc,
de Murambi à Byumba, tout le monde a été tué. Alors, donc le mari de ma soeur, les voisins, les gens qui étaient très amis à nous, eh bien, ont été tués et ils ont été brûlés vifs. Donc c'était le 10 octobre 1990. Alors, on a continué les vagues de déportation. Donc on les a menés, parce que chez nous, c'est commune Murambi, c'est dans Byumba, au nord-est du Rwanda, tout près du parc national. Alors je dirais que c'est une commune rurale. Mais malheureusement, on a eu ce bourgmestre extrémiste avec toute une équipe de brigadiers, des policiers, eh bien, qui a mené ce monde-là et on les tuait. Alors, quand je suis venu au mois de décembre, à Noël, mais je savais déjà qu'on avait déjà tué le premier groupe. Alors, le deuxième groupe, au mois de novembre, heureusement qu'on avait déjà su. Alors, les groupes du droit de l'homme ont commencé à crier. C'est pour ça que mon père et ma mère et les autres n'ont pas été tués au mois de novembre. Bon, on les a massacrés 4 ans après. Eh bien, quand je suis revenu du séminaire pour les vacances, eh bien, je trouve que, sincèrement, ma famille a changé parce que ils avaient peur, une peur terrible, parce qu'on les attaquait jour et nuit. Et alors, nous avons décidé de fuir. Donc, nous sommes allés à Rwamagana, nous avons laissé la maison, on a laissé d'autres personnes, les ouvriers. Alors, toutes nos vaches, eh bien, tout le patrimoine a été détruit, quoi. Voilà, donc c'est ce que je me rappelle de cette année-là. Et après, des scènes tragiques. Donc, des scènes tragiques, on massacrait les gens d'une façon systématique, de maison à maison. Alors, je dis que c'est une préparation psychologique lointaine du génocide d'avril 1994. Parce que quand justement, après le crash de l'avion du président Habyarimana, 1994, eh bien s'il vous plaît, tous ces groupes-là de ce fameux bourgmestre, ces groupes racistes allaient de maison à maison. Ils exterminaient tout le monde. Alors, je vois qu'on va y arriver. J'ai déjà donné l'introduction. J'aimerais que Pierre raconte un épisode peut-être qui n'est pas très connu de massacres importants de Tutsis qui ont eu lieu 2 mois avant le génocide en février 1994. Voilà. Oui, pour situer, des accords de paix ont été signés entre le FPR et le gouvernement en août 1993. Et dans ces accords de paix avait été exclu un parti extrémiste Hutu qui s'appelait le CDR. Et à partir au début de l'année 1994, il y a eu beaucoup de manifestations ce parti CDR avec des milices pour qu'on intègre des ministres dans le gouvernement. Dans ce processus de paix, il y avait également des partis politiques qui étaient, comme Emilienne l'a dit, alliés avec le FPR, comme le PL. Il y avait aussi le PSD. Et un des ministres d'opposition qui était le gouvernement Habyarimana, qui s'appelait Félicien Katabazi, a été assassiné en février 1994. Et donc en représailles, je l'ai su après, en représailles, le chef du parti CDR a été lynché parce qu'il était, Félicien Katabazi était de Boutaré. Le chef du CDR a été lynché par des partisans de Katabazi à Boutaré. Alors bon, moi, ma petite histoire, c'est que je devais aller chercher quelqu'un, un ami à l'aéroport. Bon, on nous a dit que Félicien Katabazi avait été assassiné, mais c'était pas très dangereux. Enfin, bon, c'était pas très. Il fallait quand même que j'aille chercher mon ami.
qui venait avec sa mère, avec son frère, un ami, enfin tout un 4 ou 5 Français qui arrivaient donc pour du tourisme à l'époque. Et je suis parti avec mon épouse, enfin à l'époque on n'était pas mariés, Yvonne, et l'ami de la compagne de mon ami qui était Tutsi également. Donc on a été les chercher à l'aéroport, on est revenu et on s'est retrouvé face à des miliciens, donc qui étaient des partisans du parti CDR Hutu et qui nous ont bloqués en plein Kigali. Et donc là, heureusement, la chance qu'on a eue, c'est qu'il y avait un milicien qui était en avance des autres, donc à 200 mètres avant, qui avait, comment ça s'appelle ça, une arme traditionnelle, et qui nous a arrêtés. Et donc, il a tout de suite parlé en Kinyarwanda et qui a dit à mon ami et à l'ami la compagne de mon ami de sortir de la voiture. Donc, moi, heureusement, j'ai compris et j'ai eu un bon réflexe, c'est-à-dire que donc le type avait commencé à rentrer la tête de la voiture, tout ça, et il commençait à vouloir faire sortir donc les personnes de la voiture. Donc, j'ai passé une marche arrière à fond, j'ai accéléré à fond, donc il a été cogné à la tête, il était rentré, mais ensuite, toute une foule nous ont poursuivis, quoi. Et là, vraiment, il ne fallait pas se tromper dans les marches arrière, tout ça, quoi. Donc, ils nous ont couru après, ils nous ont jeté une énorme pierre. Et bon, ma peur, c'était les grenades, parce qu'à l'époque, il y avait des grenades partout. Donc, c'était un pick-up, donc les gens que j'avais étaient derrière, sauf la mère de mon ami. Et donc j'ai fait une grande marche arrière où les gens nous ont couru après heureusement il n'y avait personne derrière, et au bout d'un moment après j'ai pu faire demi-tour et rentrer. Et on est resté une semaine enfermé, on n'a pas pu sortir. Donc ça c'était, et donc ensuite pendant cette semaine-là on a appris qu'il y a eu 150 personnes identifiées comme Tutsi qui ont été assassinées en plein Kigali. Mais ça n'a pas du tout été médiatisé, en tout cas, même au Rwanda, on n'en a pas trop parlé. C'était dans un seul quartier de Kigali, à Gikondo. Donc voilà. Donc à partir de là, bon, c'est là que j'ai commencé à organiser des stratégies avec ma compagne pour la faire sortir du pays, elle et sa sœur. C'est une stratégie qui a failli réussir puisque j'avais obtenu pour elle un visa pour la France pour le 20 avril et un visa et un billet d'avion aussi pour sa sœur pour le Brésil parce qu'elle avait un oncle au Brésil, donc également pour le 20 avril. Donc bon, malheureusement le génocide a commencé le 7 avril. Et donc la petite sœur de ma femme a été tuée à Kigali. Et lorsque nous avons été évacués, nous sommes arrivés à Nairobi. Et là, à Nairobi, j'ai croisé le consul du Brésil qui m'avait donné le passeport avec le visa pour le Brésil en disant c'est bon, si elle est là, elle part au Brésil. Malheureusement, elle avait été tuée. Donc c'est à partir de là vraiment où je pense, en tout cas les personnes qui étaient à Kigali ont compris que c'était le Rwanda devenait, enfin, on avançait vers une catastrophe, quoi. À partir de février 80, enfin, bien sûr, bien avant il y avait beaucoup de massacres, il y a eu beaucoup de choses, mais à ce moment-là, on voyait qu'il y avait un point de non-retour. Merci Pierre. Maintenant, on va essayer de parler des 3 mois du génocide. Je ne sais pas ce que chacun d'entre vous a envie d'en raconter, si seulement c'est possible.
voilà, je laisse la parole à Jean en premier, qui est en train de donner la parole à Emilienne. Donc voilà. Jean, tu n'es pas obligé, enfin voilà, comme tu veux. Ça sera après. Merci Jean pour la parole. Je l'ai dit souvent, alors je ne dis pas que je ne témoigne pas. Je témoigne, mais je raconte ce qui vient. Pourquoi? Alors, je vous ai parlé de mon mariage. Je n'ai jamais revu mes parents, je n'ai jamais revu ma famille. Parce que quand on m'a libérée, entre guillemets, on m'a interdit de quitter la commune. Voilà, ma famille m'a manqué. Mais c'était interdit d'aller les voir. Donc c'était interdit d'aller les voir. Alors, le 7 avril, ce qui me revient, que j'aimerais bien vous raconter, c'est que moi, j'étais contente. Quand j'ai su que le président Habyarimana, donc le président Habyarimana, l'avion de Habyarimana a été abattu, je me suis dit, fini les problèmes. Je vais revoir ma famille. Ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. Aujourd'hui, c'est difficile de raconter ce que j'ai subi parce que d'abord, j'avais un enfant accroché à mon dos, un enfant de 8 mois. J'ai essayé de la protéger comme je pouvais. Là, mon mari, on s'est séparés le 7. J'ai essayé de la protéger comme je pouvais, ma fille. J'ai demandé à un grand ami à moi de cacher mon enfant. Elle a refusé. C'était une femme qu'on avait étudié ensemble et qui était vraiment mon amie. Elle était Hutu, mais je croyais que c'était mon amie. Et quand je lui ai demandé de garder mon enfant et moi de me cacher à part, elle m'a dit non. Même si c'est difficile, je voulais rappeler une petite chose. À elle, on lui a refusé d'aller dans sa commune natale. Elle était à Tiangougou, on lui refuse d'aller à Rutsiro. Bon, à l'époque, c'était Mabanda, je crois. Voilà. Donc, alors qu'elle ne venait de passer que même pas une année là-bas. Mon père avait quitté Mabanza en 1958. Et jusqu'en 1994, alors qu'il vivait tout le temps à Kigali, et même moi-même, pour avoir les pièces administratives, il fallait qu'il se rende à Mabanza. Il venait de passer plus de 40 ans à Kigali, mais il n'avait jamais été accepté comme quelqu'un de Kigali. Voilà. Chaque fois, il fallait aller chercher les pièces administratives à Mabanza. Voilà. Moi-même, j'y allais. Pour demander l'accès à l'école ou bien pour demander le travail, il fallait un tas de documents administratifs à compléter. Et il fallait chaque fois que l'on aille chercher nos pièces là-bas. Et en 90, 91, 92, 93, il fallait chaque fois compléter un dossier tel, donc aller chercher des pièces administratives dans la commune natale. Donc, vous aurez entendu qu'il y avait des gens qui
avec la carte d'identité, pouvaient changer d'ethnie, demander à que l'on falsifie. Voilà. Alors, chaque fois qu'il fallait aller à la source, il n'y avait pas cette possibilité. Voilà. Donc, à Kigali, on se dit, tel, on ne sait pas qui il est, on ne sait pas d'où il vient, on le renvoie là-bas, et là, eux, ils vont dire c'est tel, tel, tel. Voilà. Voilà. Voilà, donc il y a un philosophe qui a dit que le moi est haïssable. Mais moi, je vais essayer de parler de moi-même. Dans les mois difficiles que nous avons traversés, quoi. Donc, des mois de tragédie, de mort et de haine. Alors, je commence par... déjà, quand on nous a communiqué très tôt le matin, le 7 avril, que l'avion du président Habyarimana a été abattu, eh bien, moi, j'étais un simple séminariste, je n'étais pas encore devenu prêtre, je me préparais à être diacre, eh bien, j'étais là à Boutaré avec mes confrères séminaristes. Eh bien, c'est notre formateur qui nous a dit, s'il vous plaît, avant la prière du matin, et sachez que votre président, c'était un prêtre espagnol, sachez que votre président a été tué. Voilà, une information comme ça. A dit, allez à la chapelle pour prier. Bon. Est-ce que j'allais prier? Sachant que ma famille, comme je vous ai dit, a été toujours la cible des attaques et même des morts, parce que, comme je vous ai dit, on avait déjà tué beaucoup de ma famille depuis 90. Eh bien, sincèrement, je n'ai pas prié. J'ai dit au père, excusez-moi, je vais dans ma chambre. Hein. Il m'a dit, ça va. Je suis allé me concentrer dans ma chambre. Alors, on n'avait pas de téléphone mobile, bien sûr, comme j'imagine que c'est beaucoup de gens qui n'avaient pas. Mais nous avions des téléphones fixes dans nos séminaires. Eh bien, 1 heure après, un coup de téléphone au père formateur que à Kéziguro, on venait de massacrer toute ma famille. Parce que mon papa était catéchiste. Eh bien, surtout qu'il était le cible de ce bourgmestre-là, parce que justement, parmi les victimes des années 90, comme je vous ai dit, la déportation de Byumba, eh bien, des gens qu'on a massacrés à Byumba, mon papa a toujours demandé. Donc, il est même demandé à la justice pour qu'est-ce qui se passe à Byumba, parce qu'on les avait brûlés vifs. Le dossier avait été clôturé. Alors, parce que justement, mon papa demandait toujours, eh bien, le bourgmestre l'avait ciblé, comme quelqu'un qui devait mourir tout de suite. Eh bien, à 7 h du matin, alors on a tué mon papa. Alors, mes petits frères, mes grands frères et mes 2 sœurs, Eugénie qui était infirmière, et Marie, Immaculée, qui était l'aînée de la famille, tout le monde a fui vers la paroisse. Parce que dans les années, selon la mentalité de Kiziguro, du Rwanda, dans les années 59-63, eh bien, les Batutsis s'enfuyaient à l'église et ces années-là, on ne les a pas massacrés à l'église. Eh bien, ils croyaient que ça allait passer de la même façon, donc, alors que la situation avait changé. Voilà, on a tué mon papa à la maison, on a brûlé la maison, on a détruit tout. Alors, la maman et mes frères et sœurs sont parvenus à arriver à l'église sains et saufs, évidemment, avec la peur dans le cœur. Eh bien, c'est le 7. À 10 h, ils étaient déjà là. Donc, celui qui a communiqué au père cette information, le père vient et dit, Laurent, patience. On vient de tuer ton papa. C'est déjà une information. Et je demandais, et le reste de ma famille, le père a dit, ils sont déjà à l'église. Donc, prie pour ton papa, mais je vois que les autres vont se sauver. Quelques minutes après, un autre coup de téléphone disant que l'église venait d'être attaquée. Donc là où était moi j'étais au sud du Rwanda, à Boutaré. Alors, ce que je vous raconte, c'est au nord-est, à Kiziguro. Alors, ce fameux bourgmestre-là était venu
disant que pour contrôler, pour savoir combien de réfugiés sont là, pour aller chercher à manger pour eux. Mais nous interprétons que c'était un mensonge, parce qu'après, le 11, il est venu, ils ont massacré tout le monde qui était à l'église. Donc, plus de 2500 personnes réfugiées à ma paroisse ont été massacrées. Et ça dit le 11 avril. Je vous racontais les événements du 7, donc 4 jours après. Eh bien, moi, sincèrement, au sud de là où j'étais, quand on m'a informé qu'on venait de tuer mon papa et que l'église aussi venait d'être assiégée, on ne savait pas ce qui allait se passer, je suis resté comme paralysé. Mais je sentais en moi-même un sentiment qui me disait, Laurent, fuir. Parce que je disais, maintenant, si c'est au nord, ça va arriver au sud. Surtout que Kigali aussi brûlait. On tuait les gens à Kigali. Boutar et là où j'étais au sud, c'était encore la paix. Pourquoi? Parce que, comme l'a dit Pierre, c'était, disons, le fief des gens du PSD, du PSD d'Ogatabazi, qu'il a mentionné, qu'on a tué au mois de février. Eh bien, les miliciens n'avaient pas de mots, n'avaient pas de paroles au sud. Évidemment, quand sont arrivés les militaires et les gendarmes, là, la situation est devenue autre chose. Eh bien, moi, sincèrement, je suis allé au couvent des sœurs bénédictines de Sauvou. Je me suis caché là-bas. Sincèrement, je n'avais pas de paix. J'avais paniqué. Les sœurs m'ont très bien accueilli, mais je ne pouvais pas manger. Je ne dormais pas, bien sûr. J'avais des cauchemars. Le 8 matin, et notre téléphone disait on a attaqué la paroisse, mais on n'a tué personne. Mais sur nos collines, c'était vraiment catastrophique. Donc là, le fameux bourgmestre que je vous disais, extrémiste, avait organisé tous les conseillers dans tous les secteurs. Eh bien, ils attaquaient les maisons des Tutsis de maison à maison. Alors, ils tuaient d'abord les papas, puis les mamans, on les rassemblait à l'église, et pas seulement chez moi, dans d'autres églises aussi. Et le 11, ça a été une journée fatidique chez nous. On les a massacrés là-bas, vifs, dans nos églises. Voilà. Moi, j'ai senti moi-même une voix qui me disait « N'allez pas à l'église. N'allez pas à l'église. » Bien, j'étais avec d'autres séminaristes. Nous sommes allés nous cacher dans la brousse. Il y avait aussi un prêtre qui était notre curé, mais qui malheureusement a été aussi massacré avec les séminaristes. Moi, comme disait Emilienne, comme on a demandé ce matin, pourquoi je suis le seul escapé de ce groupe-là? Sont allés en Goma. Bon, c'est toujours comme ça. Et comme j'avais commencé avec l'histoire de papa, je crois que je vais continuer avec l'histoire de papa. Elle n'est pas tellement compliquée. Mais ce qui s'est passé m'a prouvé ce que j'avais entendu un peu avant le 7 avril. Parce que il fut une période, je crois, c'est quelque chose comme janvier ou février, où on disait qu'il y avait des listes de gens à abattre. Bon. On en entendait parler, on n'a jamais vu cette liste. Mais le 8 avril, très tôt le matin, c'est ce que j'ai appris parce que je n'étais pas à la maison, je n'étais pas avec mon père. Un militaire est venu de Kanombe et papa habitait à Nyamirambo, c'est quelque chose comme 15 km je crois, hein, de Kanombe à Nyamirambo, bon, quelque chose comme 15 km. Voilà. Il vient d'un camp militaire avec son fusil et il vient à la recherche d'un tel. Voilà. Il passe partout, il ne tue personne, il arrive là, il s'informe, on l'amène à la maison, il demande qui est. Voilà, papa lui dit c'est moi, il le tue et il part.
Il ne le connaissait pas, il ne l'avait jamais vu. Voilà. Et par après, c'est comme ça que j'ai connu l'histoire. Et ça a confirmé, justement, pour moi, que même avant le 7 avril, il y avait des listes de gens à tuer. Voilà. Merci. Tous les trois. Ah, pardon. Disons, bon, je vais essayer de terminer, quoi. Donc, je vous disais que de ce groupe-là, j'ai été l'unique rescapé. Et ils sont allés se cacher à Ngoma, les autres à Kansi. Et moi, je ne suis pas allé à l'église. C'est ce qui m'a sauvé. Eh bien, j'ai senti à moi-même, je ne sais pas pourquoi, eh bien, je disais hier à Myriam que c'est pour moi, c'était volonté de Dieu qui a voulu me sauver. Eh bien, les autres allaient dans les églises ici et là, mais moi, je suis resté caché dans la brousse. Voilà, après, j'ai marché la nuit, je suis parvenu quand même à arriver au Burundi. Et bien après, parce que je viens d'une congrégation religieuse, j'ai pu connecter avec les pères de ma congrégation au Burundi. Alors on m'a pu évacuer. Sincèrement, j'ai là-bas un trou de mémoire. J'ai cherché la date et je ne trouve pas. Peut-être que les pères le savent, mais ils ne me disent pas parce que ils sont en Espagne. Et je suis arrivé quand même en Espagne. Voilà, c'est ça. Alors, dire que j'ai continué mes études là-bas de théologie, j'ai terminé. Après, je suis retourné au Rwanda pour être ordonné prêtre. Voilà, je suis là, en train de donner ma petite contribution à la construction du pays et de mon Église. Merci, mon père. Pierre, je crois que pour Yvonne et toi, les souvenirs des premiers temps du génocide remontent au 6 avril au soir, après l'attentat contre l'avion. Allô? Oui, donc l'avion d'Abiyahamana a été crashé à 8h30, je pense, le mercredi 6 avril. Et par chance, j'étais à Kigali parce que je vivais à Boutaré et j'étais avec ma compagne qui est devenue mon épouse, Yvonne Moutimura. On était au centre-ville et nous étions les deux seuls clients du restaurant. On a mangé toute la soirée et à 10h, on est rentré chez nous et c'était, comme disait Jean, c'était à peu près 10-15 km parce que Kigali est très étendu en fait. Donc de Kiyovu, pour ceux qui connaissent, à Kakiru. Donc personne ne nous a rien dit. On ne savait pas qu'Abiyahamana avait été tué. On a pris la 4L et on a traversé toute la ville de Kigali jusqu'à ce qu'on arrive à un endroit assez stratégique où on a vu une dizaine de voitures, les portes ouvertes, et personne dans les voitures. Donc là, j'ai tout de suite vu que c'était pas du tout normal et j'ai tenté de faire une marche un demi-tour. Sauf que là, très rapidement, des militaires aguerris, j'étais pas trop habitué à des militaires comme ça qui nous sont tombés dessus et qui m'ont tout de suite braqué avec une mitraillette sur la tête. Donc la vie tient pas grand-chose, donc vous l'avez entendu tout à l'heure, puisque la chance que j'ai eue, c'est que j'étais dans une 4L qui faisait très noir, que ma femme Yvonne est très noire, et que le type qui me braquait était grand. Donc bon, quand on vous dit que les Hutus sont très petits et les Tutsis sont très grands, lui il était très grand, et il faisait partie de la garde présidentielle. Donc je ne sais pas comment ça s'est passé, mais il n'a pas vu ma femme dans la voiture. Et moi, tout de suite, j'ai sorti les mains et j'ai tout de suite... En fait, une des stratégies de survie qui fonctionne souvent très bien, c'est le bluff et faire un peu l'idiot, quoi. Ça marche souvent bien. Donc j'ai sorti les mains et j'ai tout de suite dit, bon, bah, il y a eu un accident, monsieur.
Et puis, donc là, j'ai tout de suite vu que c'était très très grave parce que toutes les voitures étaient vides et j'ai vu devant moi une voiture avec un Allemand en sueur qui suppliait de partir. Donc ça, c'était assez inhabituel. Et ils ont autorisé cet Allemand à partir. Et donc là, encore une fois, le bluff, moi j'ai dit, mais écoutez, vous avez laissé partir cet Allemand, je suis son voisin. Donc on habite à côté, on est voisins. Donc si vous l'avez laissé partir, laissez-moi partir également. Et ils ont accepté. Donc, et toujours, ils n'ont toujours pas vu Yvonne. Plus tard, après le génocide, nous avons rencontré un des rescapés de ce massacre, puisqu'en fait, toutes les personnes qui étaient dans les voitures, qui étaient Tutsis, ont été exécutées. La personne que nous avons rencontrée avait une carte d'identité Hutu. Depuis, après, il est devenu ambassadeur et il nous a raconté que toutes les personnes, ce soir-là, à 22h, ont été exécutées. S'ils avaient vu mon épouse, elle aurait été exécutée. Tout de suite. Il n'y a aucun problème. Donc là, on est arrivé à la maison et tout de suite, on a reçu un coup de fil donc d'un ami qui nous disait les ordres, c'est de rester à la maison. Sauf que mon ami était trop... Alors là aussi, j'ai déjà parlé avec Stéphane des ordres. Il était le focal point donc des Français, je ne sais pas quoi. Et les ordres, c'était de ne pas dire qu'Abiyaramana avait été tué pour ne pas affoler les gens. Donc, cet idiot, il ne nous a pas dit la vérité. Il nous a dit, il ne faut pas sortir, tout ça. On ne savait pas ce qui se passait. Finalement, bref, c'est à minuit qu'on a appris la nouvelle. Donc, tout de suite, mon épouse a été très inquiète, et surtout pour sa mère. Donc, on a passé la nuit comme ça. Et puis, donc on était dans un quartier, et donc, ça a commencé les coups de feu ont commencé à 5h du matin. Nous, on était dans un quartier un peu stratégique, en fait, parce que c'est un quartier qui n'était pas loin du CND, donc là où il y avait le FPR, et pas loin non plus d'un camp d'entraînement, un camp de la gendarmerie rwandaise. Et donc, très rapidement, il y a eu des coups de feu à 5h du matin, et tout le quartier bouclé. C'est-à-dire que dès qu'on est sorti, on voyait que tout le quartier était encerclé de miliciens. Et on recevait des coups de fil, et on a écouté la radio. Les premières nouvelles, ça a été l'assassinat des ministres d'opposition, comme on en a parlé, Lando, ministre PL, d'un premier ministre, Agathon Uwilingiyimana, a été assassiné aussi le 7 avril. Mais on ne savait pas encore... Enfin, une chose aussi que j'ai souvent dit, c'est que très rapidement, on a compris qu'il fallait... Alors, mon épouse n'était pas du quartier, donc personne ne la connaissait, mais on savait qu'il fallait qu'on se cache parce qu'elle était identifiée facilement comme Tutsi. Et donc Jean a raconté que quelqu'un qui ne connaissait pas son père l'a exécuté froidement. On pouvait également passer dans la rue et parce que quelqu'un disait « Tiens, tu as un nez un peu plus long que l'autre », donc on se faisait tuer, quoi. Et une chose que j'ai racontée, c'est qu'on intègre très facilement cette formation. Et entre guillemets, on s'habitue assez rapidement à cet état de guerre et de cet état de génocide, quoi, où il suffit de sortir dehors et on peut se faire tuer juste pour une apparence physique. Ce qui est complètement insensé lorsqu'on vit en France en 1994, mais qui rappelle bien sûr des souvenirs quand on vient d'Oradour. Donc il fallait qu'on se cache et le problème, c'est que on était dans un quartier où, en plus des génocides, il y a eu la guerre. Donc, on recevait également des obus, des coups de mitraillette aussi, et des mitrailleuses. Donc, on était aussi cachés pour se protéger des obus. Le problème qu'il y a eu, c'est le lendemain, c'est qu'ils ont coupé le téléphone. Donc, à partir de là, on n'avait plus aucune information. Et on n'avait même pas de radio, on devait emprunter une radio chez les voisins. Donc ça, c'était le
le vendredi. Donc on est resté là toute la journée. C'est le vendredi qu'on a appris que le gouvernement Jean Kambanda a été élu et c'était que des extrémistes. Donc on s'est dit, bon ben, c'est foutu quoi, il n'y a aucun espoir d'avenir. C'est à partir du samedi, je pense, ou vendredi ou samedi, que avec mon collègue, on a décidé de sortir dans le quartier pour essayer de trouver une stratégie pour s'en sortir, quoi. Donc, on a tourné, on a vu qu'il y avait un barrage avec beaucoup d'interamoués, des gens avec des machettes. On a compris, en fait, bon, qu'ils massacraient les gens. Et là, bon, encore une fois, le bluff, et c'est une chose aussi, bon, c'est la survie, quoi. Donc, on a tout de suite identifié le chef, et je suis allé le voir, et je lui ai dit, bon, ben, je suis français, vous savez qu'on est avec vous. Donc, merci de nous protéger, merci de votre protection, et je lui ai serré la main, et j'ai dit, voilà, là, notre maison, c'est celle-là, n'y touchez pas, il y a un signe dessus. Merci pour votre protection, et en face on voyait le CND qui était en train de brûler, quoi. Et donc, mais en même temps, ça nous a permis aussi d'identifier les barrages, et chaque fois on regardait, on voyait où c'est qu'on pouvait passer, tout ça. Donc ensuite on est rentré, on a pu joindre un voisin, et on a fait, parce qu'entre-temps on a joint un voisin, et on a entendu que les ordres c'était, les consignes c'était de rejoindre l'hôtel Méridien. Donc là on s'est dit il faut joindre l'hôtel Méridien, et on a tout de suite compris que personne ne viendra nous chercher. Donc il fallait trouver une solution. Évidemment, moi j'étais avec un camarade, bon c'était pas... et avec un voisin, et les deux, bon ben, ils étaient bien gentils, mais ils n'allaient pas rester pour se faire tuer pour mon épouse. Donc eux, ils voulaient absolument partir. Donc là... il y avait deux solutions, où je restais avec Yvonne cachée, mais bon, dans toute la rue, ils avaient déjà tué tout le monde. Donc on a entendu des coups de mitraillette. On s'est dit, on ne va pas tenir longtemps avec cette histoire de bluff, là, bon. Donc il fallait partir. Et on avait repéré qu'il y avait deux routes, deux sorties sur la maison. Donc on avait fait un plan qui était très bien, mais comme souvent dans les films, les plans au dernier moment, ça ne marche pas. Donc le voisin et le collègue sont partis dans une voiture en prenant la voie principale, et moi je les attendais derrière la maison sur une autre voie, et le plan c'était qu'ils passent le grand barrage avec deux voitures, qui m'en laissent une, et moi j'avais prévu de passer un petit barrage de miliciens, et je m'étais psychologiquement mis dans la tête que j'étais prêt à tuer, quoi, à foncer sur un des miliciens pour passer avec mon épouse. Parce que c'était un petit barrage un peu moins gros que les autres. Le problème, c'est que il ne faut jamais sous-estimer son adversaire, et que les miliciens, ils nous avaient repérés, et ils sont montés dans la voiture de mes amis, enfin de mes collègues, et ils les ont accompagnés sur la voie principale. Donc ça fait qu'ils ont été obligés de nous laisser. Et donc évidemment, moi je me suis dit, bon, ben, là ils étaient à peu près à 5 minutes du Méridien en voiture, et je me suis dit, là-bas, on savait qu'il y avait les militaires de la Minoire, ils vont venir nous chercher. Mais là aussi, on s'est dit, bon, on est resté là avec les interamoués qui savaient qu'on n'était plus que tous les deux dans la maison. On s'était donné 1 heure. On a dit, après 1 heure, si personne vient, bah, c'est qu'ils ne veulent pas venir, puisque bon, c'était à 5 minutes, quoi. Donc 1 heure est passée, et là, personne n'est venu nous chercher. Donc on s'est dit, bon, il faut faire quelque chose, quoi. Bon, on ne pouvait pas attendre comme ça de se faire tuer comme ça.
Donc mon idée, c'était d'aller voir un prêtre derrière pour essayer de le convaincre de venir. Et bon, l'histoire, c'est que Yvonne commençait à être un peu fataliste, et c'est elle qui me poussait beaucoup à aller chercher de l'aide. Bon, après, elle m'a expliqué qu'elle voulait que je m'échappe, quoi, en fait, que de se faire tuer. Donc, je vais voir ce curé, et là, le curé me dit non, c'est trop dangereux, c'est un Italien. Je t'amène voir des militaires de la Minoire. Donc j'y vais, on traverse. Là, on voit un truc assez effarant, c'est la maison de la résidence de l'ambassadeur des États-Unis qui se fait piller. Donc quand on voit ça, on se dit bon, là c'est vraiment en termes de sécurité, on n'est pas, c'est la fin, quoi. Parce que c'est en général dans un pays, c'est l'endroit le plus sécurisé. L'ambassade des États-Unis. Donc les militaires de la Minoire me disent si toi tu as pu venir, ton épouse peut venir. Donc nous on ne se déplace pas pour des Rwandais. Donc ils me disent voilà, on ne vient pas. Et donc là, des militaires ghanéens me disent bon écoute, on a appris qu'il y a des militaires belges qui éventuellement de temps en temps vont chercher des gens, tu peux tenter ta chance au Méridien. Sauf que bon, on était quand même sur la ligne de front, et donc il y avait toujours des obus tout le temps, et il y avait un endroit où il n'y avait rien, quoi. Et donc là j'ai eu un dilemme terrible, quoi, c'est-à-dire bon, je me suis retrouvé à un chemin, est-ce que je retourne voir Yvonne ou est-ce que j'essaye d'aller voir les militaires de la Minoire. Donc j'ai hésité, bon, et ça tient à pas grand-chose, quoi. Finalement j'ai décidé d'aller tenter, alors que bon, évidemment on est toujours tenté d'aller vers les gens, enfin en pensant qu'elles pouvaient se faire tuer, quoi. Mais bon, je me suis dit, bon, si j'arrive, qu'est-ce que je vais faire, quoi. Mais bon, la tentation, c'était quand même plutôt d'aller vers Yvonne. Mais je ne sais pas comment, je me suis dit, bon, non, j'ai couru vers la Minoire. Et dans la zone où il n'y avait pas de... Enfin, une zone entre les FPR et les phares. Et donc j'avais peur aussi de me faire mitrailler, puisque bon, c'était une zone vraiment de guerre, là. Mais par chance, j'arrive là-bas, donc au Méridien, et j'explique mon histoire. Par chance, bon, solidarité, je sais pas, entre les Belges, les Français, je sais pas quoi. Parce que malheureusement, beaucoup de Rwandais sont allés demander de l'aide, et beaucoup de Rwandais, la majorité, n'ont reçu aucune aide. Notamment les gens qui ont été tués à l'école ETO, qui étaient protégés également par des Belges. Donc ce n'est pas tous les Belges, c'est ce petit groupe de Belges qui ont dit tiens, on va l'aider. Donc ils m'ont donné un camion avec une quinzaine de militaires belges et une Jeep avec une mitrailleuse. Et on est arrivé, et entre-temps, donc pendant que j'étais parti, les miliciens avaient pris mon épouse et l'ont obligé à regarder. Ils l'ont mis sur une fosse commune. Ils ont tué une femme et un enfant qui passaient dans la rue, qu'ils ont identifié comme Tutsi. Ils l'ont tué parce que ils ont considéré qu'ils étaient Tutsi, c'est tout. Et ils l'ont pas tué, mon épouse, en disant qu'ils la gardaient pour le dessert. C'est-à-dire, c'était pour la violer. Donc, et entre-temps, donc, ils l'ont remis dans la maison, dans le jardin. Mais bon, elle ne pouvait pas s'échapper puisqu'il y avait des unités armées partout. Et donc là, on est arrivé avec les militaires. Et bon, c'est ça qui est un peu énervant, c'est que bon, c'était très très facile pour des militaires. Les unités armées n'étaient pas du tout courageux. Dès qu'ils voyaient une petite arme, ils partaient en courant. Donc dès que nous, on est arrivé avec notre mitrailleur, Jeep, avec une mitrailleuse, 15 militaires armés, tout le monde s'est parti en courant, et on a récupéré Yvonne.
La chance qu'on a, enfin, on l'a récupéré, et puis en passant, on a aussi, il y avait un homme là qui demandait de l'aide, et on est parti chercher aussi sa famille, et on a récupéré sa femme et ses 2 enfants. Donc eux aussi, ils ont eu de la chance, et on est rentré à l'hôtel Méridien. Donc pour finir l'histoire, bon, je ne vais pas continuer encore à parler de ça, mais donc lorsque nous sommes arrivés à l'hôtel Méridien, bon, on était assez choqués, mais on était, moi j'étais quand même assez soulagé parce que l'hôtel Méridien, enfin on l'a su après, mais bon, déjà il était sous la protection des Nations Unies, et également, ce jour-là, le FPR a pris l'hôtel Méridien également. Et donc, quand je suis arrivé, il y avait une réunion de Français. On m'a dit, ah ben, t'es Français, tu vois, à la réunion des Français. Alors, dans cet hôtel Méridien, il y avait beaucoup d'étrangers, il y avait des Rwandais, il y avait beaucoup de Belges. Et donc, on va à cette fameuse réunion des Français. Et là, c'était, on s'en va tout de suite. Le FPR vient de prendre l'hôtel. Il faut partir tout de suite. Mais ne sont autorisés à sortir de l'hôtel, les forces armées rwandaises n'autorisent que les Français. Bon, et là, je suis assez étonné parce qu'il y a un jeune qui commence à parler avec l'accent allemand, on lui dit, mais tu es vraiment français, toi? Donc finalement, bon, il dit qu'il était franco-allemand, il montre son passeport français, il est autorisé. Et j'ai été étonné à ce moment-là également que les Français, sans état d'âme, ont laissé les Belges, les enfants belges, les femmes belges. Personne n'a émis l'idée de mélanger les Belges avec les Français, parce que bon, je ne vois pas trop la différence entre un enfant belge et un enfant français. Mais c'est venu à l'idée de personne. Entre parenthèses, j'ai appris que... Bon, enfin, bref. Et donc, moi, j'ai dit, bon, moi, je suis avec ma compagne. Il m'a simplement demandé si on était mariés. J'ai dit non, on n'est pas mariés. Il m'a dit, on prend que les Français ou les couples mariés. Bon. Donc j'ai dit, alors barrez mon nom de la liste, je pars pas. Bon, les ordres, ça a toujours été ça. Je n'étais pas trop étonné. On nous avait toujours dit depuis des années que s'il y avait la guerre, on n'évacuait que les Français. Mais bon, en arrière-plan, je me suis dit, bon, ils vont quand même pas me laisser. J'ai 23 ans, ça bombarde, ils vont quand même pas nous laisser là. Enfin, bon. Et d'ailleurs, le militaire qui nous a sauvé la vie, le militaire belge, il vient nous voir, il nous dit, mais vous partez pas? Il dit non, ils veulent pas nous prendre. Il dit, mais je vais leur parler, il n'y a pas de problème, vous venez avec moi. Et puis il revient, bon, on prend nos bagages et tout, on est prêt à partir, quoi. C'est bon, c'est un malentendu. Et finalement, il revient, nous dit, bon, non, finalement, ouais, c'est mieux que vous ne partiez pas parce que moi, je peux vous prendre dans mon véhicule, je peux cacher ton épouse, enfin, ton compagne, à l'époque, elle n'était pas mariée. Mais vu la peur que j'ai vue chez ces gens, ils vont la dénoncer au premier barrage. Et moi, je ne pourrais rien faire, je n'ai pas l'ordre de tirer, donc ils vont la dénoncer, ils vont la tuer. Donc, on a décidé de rester dans l'hôtel. Et on est resté là 2 jours de plus. Bon, pour faire simple, pour raccourcir, on n'a pas pu prendre notre évacuation. On était qu'avec les Belges, qui sont restés 24 heures de plus au Rwanda, puisque les Belges étaient accusés d'avoir tué à Biarmana. Bon, il y avait une rumeur. Finalement, ça a été débloqué. Mais donc les Belges ont été évacués, les femmes et les enfants, les Belges. Et puis les Belges, eux, ils ont, contrairement aux Français, ils ont dit on prend les femmes et les enfants rwandais. Ou non, on prend tous les Rwandais qui peuvent justifier, qui peuvent avoir un frère, un cousin, un ami, qui peut les accueillir en Belgique. Donc tout le monde a essayé de trouver des contacts. Ah non, il se fait donner un nom et on partait, quoi. Donc ils ont pris les femmes et les enfants rwandais. Mais bon, nous, on n'avait pas d'enfants, donc tout le monde est parti et on a attendu le 2e convoi. Mais sauf que ce convoi a été attaqué
il y a eu, il y a eu des blessés, mais pas trop graves, et tous les convois ont été annulés. Donc on s'est retrouvé en fait là vraiment définitivement coincé à l'hôtel Méridien, où en regardant la télé, j'ai appris que tous les Français avaient été évacués du Rwanda. Et j'ai appris qu'il n'y avait plus aucun Français au Rwanda. Donc c'était une bonne nouvelle, mais donc finalement le lendemain, un convoi qu'on appelle la dernière chance, donc de tous les curés qui voulaient partir, qui ne voulaient pas partir au début. Oui, ça c'est un autre débat aussi que je peux discuter avec notre ami prêtre. J'ai toujours été choqué de voir tous les prêtres qui ont passé 20, 30 ans, 40 ans au Rwanda, qui parlaient Kinyarwanda, qui pendant toute leur vie, tous les dimanches, ont dit à leurs paroissiens qu'on était tous frères et que c'était vraiment... Ils étaient là pour eux. Dès qu'il y a eu un problème grave, le seul moment où ils auraient dû rester, ils sont tous partis. Tous les Européens, curés, sont montés dans l'avion. Quelques-uns sont restés, une poignée. Certains sont fait tuer, malheureusement. Mais ceux qui sont restés ont tous réussi à sauver des gens, en général. Il y a eu un Croate, il y a eu le père Blanchard, qui est un Italien, voilà. Tous ceux qui ont pu rester, donc tous ces gens qui étaient avec moi là dans le camion, il y avait peut-être une quarantaine de prêtres. S'ils étaient restés, ils auraient pu sauver des gens. Mais ils l'ont pas fait, ils sont tous rentrés. Et donc je suis parti avec ces prêtres et quelques commerçants aussi qui au départ ne voulaient pas partir, mais bon, après ils sont partis. Bref, on est monté dans ce camion, on a été fouillé, ils n'ont pas trouvé Yvonne, et puis on est parti sur Nairobi. Puis bon, l'histoire a continué, parce qu'à Nairobi, ils m'ont dit, bon, on ne peut pas évacuer ta femme, on ne peut pas te donner un billet d'avion pour ta femme, puisque vous n'êtes pas mariés. Bon, toujours la même histoire. J'ai dit, bon, écoutez, bon, là maintenant ça suffit, je suis à Nairobi. Si je vois... Il n'y a pas de problème, je suis en sécurité, j'ai tout mon temps. Si jamais je vois un journaliste français, je vais raconter mon histoire. On va voir. Finalement, j'ai eu un billet d'avion pour mon épouse, tout de suite. Dans l'heure, elle est venue, la première conseillère d'ambassade nous a fait monter par le tarmac. C'est-à-dire, au niveau de sécurité, on est monté par le tarmac, on est monté comme ça, sans rien, et on est arrivé en France. Voilà, donc ça c'était l'histoire. J'ai appris plus tard, l'ambassadeur Marleau a été interrogé sur le fait que... Alors, une chose que je n'ai pas dit, c'est que mon épouse travaillait pour la coopération française. Et donc, quand on dit que la France a abandonné les employés de l'ambassade de la France, mon épouse en faisait partie. Donc, en plus d'être ma compagne, elle était également employée par la coopération française. Voilà. Merci beaucoup, Pierre. Merci. Je passe la parole à Stéphane Uzaruso pour tenter une conclusion. Je n'ai pas du tout l'intention de conclure, mais voilà. Merci à Pierre Galinier pour ce récit plein d'humour, un humour évidemment très, très sombre. Mais qui, voilà, un récit accablant, évidemment, accablant pour la France, dans son détail, dans tous ces détails extraordinairement concrets. On pourrait maintenant, évidemment, continuer pendant longtemps et demander à Émilienne, à Jean et au Père Laurent, qu'il a déjà esquissé, donc... leur demander de faire maintenant le récit de la survie pendant les semaines qui ont suivi, etc. C'est justement, je crois que c'est ce qu'on ne va pas faire. Il me semble que voilà, le récit a eu lieu, extrêmement dur, à plusieurs moments, presque tout le temps, mais il n'y avait aucun moyen, vous l'avez compris, d'éviter, d'esquiver cette dureté. Donc je voudrais remercier... remercier Émilienne Mukanzoro, Jean Rosine Daza,
Laurent Routinduka et Pierre Galigné, donc, d'avoir animé cette table ronde avec tellement de talent. Et je vous donne rendez-vous demain avec les mêmes pour réfléchir ensemble à un sujet un peu différent, c'est-à-dire la notion même du témoignage. Qu'est-ce que ça signifie de témoigner? Qu'est-ce que ça signifie, par exemple, pour eux aujourd'hui de faire cet extraordinaire effort sur eux-mêmes qui est de nous parler? Et donc, après leur témoignage d'aujourd'hui, la réflexion sur la question du témoin depuis 1994. Merci à tous et à toutes. Et donc, rendez-vous demain ici à 9h pour poursuivre.